Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Iran, Turquie, Russie, les antidémocraties, seconde partie. Effectivement, donc on a parlé des grandes religions. Il y a il me semble une petite différence avec la Russie, c'est qu'il y a pas mal de composantes musulmanes. Kadyrov en Tchétchénie, qui est un peu le bras armé qui est utilisé comme une force de frappe qui s'additionne avec celle des Russes. Et est-ce qu'il n'y a pas une gestion presque impériale de Poutine par rapport à ça, aux différentes religions? Je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'impérial qui peut être difficile à gérer. Puisqu'on a évoqué la Tchétchénie, la guerre de Tchétchénie a joué un rôle absolument central dans la formation du poutinisme. Rappelez-vous, voilà, effectivement, Yeltsin avait une présidence totalement chancelante, et c'est à ce moment-là qu'il a effectivement choisi Poutine comme son dernier premier ministre, et cette accession au pouvoir s'est accompagnée d'une série d'attentats très meurtrières à Moscou. Et la question de la sécurité est devenue la question absolument centrale. Et donc, Poutine a lancé la deuxième guerre de Tchétchénie, qui a duré jusqu'à 2006. Et durant cette guerre-là, sans doute un tiers de la population tchétchène a disparu. C'était vraiment d'une guerre d'une incroyable brutalité. Et c'était le moment de naissance, en quelque sorte, de poutinisme. Par la suite, il y a eu la nomination de Kadyrov, donc à la tête de cette république qui a été, voilà, Grozny avait été totalement rasé. La reconstruction de Grozny et de la transformation de la population tchétchène en un réservoir militaire pour l'armée. Réservoir militaire, mais aussi réservoir paramilitaire. En tant que marche de l'Empire, et en tant que finalement chair à canon, pas très coûteuse, et très efficace, parce qu'il y a une tradition de combat en Tchétchénie. Et j'ai dit donc effectivement il y a quelque chose d'impérial, mais très risqué, parce que pour Kadyrov, très probablement les ambitions de Kadyrov ne se limitent pas du tout à gérer sa petite Tchétchénie, mais demain, si nécessaire, de devenir le primus inter pares de l'islam russe dans sa totalité, de mettre la main sur la totalité des régions ou des composantes de la fédération de Russie qui seraient, voilà, qui sont musulmanes, comme le Daghestan et pas mal d'autres. Donc voilà, l'ambition est là, et à un moment donné, c'est pas du tout exclu non plus que cette force militaire quand même assez, extrêmement exceptionnelle se relève ou se soulève contre l'autorité de Moscou elle-même. Surtout s'il y a une situation de crise. N'oublions pas qu'il y avait une grave crise de confiance entre la force paramilitaire Wagner de Prigojine et Kadyrov. Prigojine, effectivement, insultait le chef d'état-major, insultait le ministre de la Défense, menaçait le pouvoir même de Poutine. Et de l'autre côté, Kadyrov, effectivement, déclarait pratiquement Prigojine comme l'ennemi, son ennemi et l'ennemi de la Russie. Donc ce type de conflit demain peuvent recommencer d'une manière ou d'une autre. Et dans ces cas-là, le monde musulman, et particulièrement la Turquie, aurait un rôle à jouer Potentiellement, oui. En minant de l'intérieur. Voilà, en minant de l'intérieur. Est-ce que Poutine l'autoriserait aujourd'hui? Cela est absolument hors de question. Mais demain, s'il y avait effectivement une crise de l'Empire russe, s'il y avait une fragmentation en interne, si le système politique implosait, ou le système politique, je veux dire le système militaro-industriel implosait de l'intérieur, un tel scénario peut être possible. Mais aujourd'hui, de toute façon, cela me paraît très peu probable. Je vous demandais justement l'influence que ces trois régimes déploient en France de différentes manières. Mais auparavant, je me disais que ce serait intéressant que vous nous dessiniez un petit peu la manière dont ces trois régimes voient l'Occident.
qu'ils abhorrent, qu'ils détestent absolument. Qu'est-ce qu'ils en perçoivent et qu'est-ce qui les répulse? Qu'est-ce qu'ils en détestent? Euh, alors, ils détestent l'Occident parce que l'Occident est l'Occident. Mm. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de critique de l'Occident. Le rejet de l'Occident n'est pas la critique de l'Occident. Il y a une ignorance historique absolument incroyable. Voilà, Poutine parle de l'Occident collectif, hein, qui n'aurait aucune autre mission que la destruction de la Russie, alors que quand vous regardez l'histoire de l'Europe occidentale et la Russie, c'est une histoire totalement imbriquée. L'Occident collectif ne s'est jamais lancé en guerre contre la Russie. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne et la France ne se sont pas liguées pour détruire la Russie. Au contraire, la Russie était l'alliée de la France et de la Grande-Bretagne. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas commencé parce que Daladier, Chamberlain et Hitler se sont ligués contre la Russie. Au contraire, parce que ça a commencé parce qu'effectivement, il y a eu une alliance entre un pacte de non-agression entre Hitler et Staline. Donc, une ignorance ou une volonté d'effacer ces épisodes pour créer une inimité totale. Et cela est aussi le cas de la Turquie. La Turquie est entrée en Première Guerre mondiale de son propre chef, sans provocation aucune, du côté de l'Allemagne. Donc voilà, de l'acte. De la même manière, quand vous prenez par exemple l'histoire de la philosophie en France, vous ne pouvez pas comprendre l'évolution de la philosophie en France si vous ne prenez pas des grandes autorités comme Kojève ou Koyré, etc. Donc voilà, il y a quand même ces imbrications. Et je pense que le rejet total de l'Occident signifie qu'on ne critique pas l'Occident dans son histoire, dans ses injustices, dans ses fragmentations, dans ses guerres propres, la guerre de 1870, etc. Donc tout ceci est effacé. On crée un bloc qui est l'Occident et qui est déterminé par une ontologie et contre nous déterminé également par une ontologie. C'est l'altérité absolue, en fait. Voilà, c'est irréductibilité absolue. Et que signifie l'Occident? L'Occident, c'est, comme j'ai dit, l'inimitié absolue contre soi, mais l'Occident signifie aussi efféminisation, l'Occident signifie les LGBT, l'Occident signifie manque de courage. Erdogan, l'autre jour, a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour se plaindre du fait qu'il y a les couleurs LGBT affichées à l'entrée de l'ONU. Et la réponse du secrétaire général, c'était: désolé, c'est pas du tout les couleurs de LGBT. Il y a 17 couleurs, 17 principes fondateurs de l'ONU. Donc vous voyez effectivement combien vous pouvez être dans des délires paranoïaques absolus. Donc l'Occident, c'est vraiment l'autre absolu, l'irréductible absolu, où le soi est l'irréductible absolu. Et dans ça, comme j'ai dit, il y a vraiment non pas une critique de l'Occident, non pas une critique de l'histoire occidentale. Bien entendu, on critique l'Occident parce que l'Occident, c'est aussi 68. L'Occident, c'est aussi des mouvements civiques. L'Occident, c'est aussi l'émancipation des femmes, qui n'était pas donnée dans les années 20. L'Occident d'aujourd'hui s'est construite sur les ruines de l'Occident des années 1920 et 30, mais parce qu'il y a eu effectivement ces luttes dans les années 60-70. Donc le rejet de ces mouvements d'émancipation, le rejet de ces langues de création artistique, de ces langages de création artistique, donc tout ce qui effectivement met en doute l'identité nationale qui est considérée comme un bloc de béton, tout ce qui effectivement pose la question de doute, la question de critique de soi, la question de l'incertitude quant à son identité, pose un problème pour ces régimes-là. Et l'Occident, c'est tout ceci. Et c'est d'autant plus compliqué que, vous l'avez dit aussi à propos de leur impossibilité de devenir un totalitarisme, ils ont aussi en charge des populations qui sont elles-mêmes occidentalisées en très grande partie. L'Occident est passé par ici. Il y a eu une libéralisation malgré tout des mœurs, et il y a une sorte d'ennemi intérieur. C'est-à-dire que ce sont des régimes qui sont minés malgré tout par des idéaux qui sont identifiés comme occidentaux, l'émancipation des femmes effectivement, la justice sociale, le partage du pouvoir, etc. Donc c'est aussi une altérité intérieure
de fait et qui doit bloquer. Voilà, qui est détesté. Et oui. Qui est détesté. Voilà, justice sociale de toute façon de moins en moins. Ça n'a jamais été de toutes les manières une priorité politique, mais de toutes les manières de moins en moins. La détestation des institutions, mais une double menace, la culture. Voilà. Khamenei dit que ce qui l'empêche de dormir la nuit, c'est la question de la culture. Parce qu'on a créé une culture islamique, etc. Mais cette culture islamique n'arrive pas à mobiliser 500 personnes. Le pouvoir a voulu répondre au mouvement Femmes, Vie, Liberté en mobilisant ses propres troupes. Et il y a eu 3 ou 4 000 personnes, tout en noir. Et je crois que les plus jeunes avaient mon âge. Et on voit là très clairement que cela ne marche pas. Il en va de même en Turquie. Quand Erdogan dit on a réussi dans tous les domaines, économiques, militaires, etc., est-ce qu'il a réussi, c'est une autre chose. Mais malheureusement, on ne réussit pas dans le domaine culturel. Donc, ce point est effectivement central. La bataille ultime de l'Occident sera la bataille culturelle. Et c'est sur ce domaine-là que la défaite du régime devient extrêmement claire. Et puis, un deuxième point, la question féminine. Dans les 3 cas, vous avez un discours culpabilisant nataliste. Une femme n'est pas une femme si elle n'est pas mère. Une femme n'accomplit pas son devoir à l'égard de la nation si elle n'a pas 3, 5 enfants. Mais plus ce discours nataliste est martelé, moins il y a de natalité. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Il y a un rejet des femmes, y compris de leur propre électorat. Et aujourd'hui, dans les 3 pays, en gros, le nombre d'enfants par femme, ça se réduit à 1,6. Alors que ce sont des pays qui rêvent d'être constitués de 100, 250 millions, de 200 millions de sujets. Voilà. Il y a un rêve démographique. Il y a un rêve démographique qui est exactement comparable au discours d'Hitler et de Mussolini. L'espace vital. L'espace vital est la vitalité passant par une population. Et la population masculine prévue ou pensée comme la future armée, et la population masculine féminine prévue pour être le ventre de la nation. Oui, bien sûr. Et Hitler dit très clairement, voilà, la femme accomplit dans son foyer, avec sa maternité, le devoir que l'homme accomplit sur le front. Alors vous citez Hitler, mais effectivement, dans votre livre, vous faites aussi vous montrez l'intérêt que ces régimes portent pour des régimes historiques qui nous paraissent absolument infréquentables, notamment des admirations pour les totalitarismes du passé, du XXe siècle. Il y a vraiment là, il y a une filiation qui semble assez claire et qui pour nous paraît assez baroque. Qui nous paraît assez baroque. Et en même temps, voilà, effectivement, n'oublions pas qu'il y a cette grande famille de droite radicale, plus ou moins révolutionnaire, qui s'est constituée avant le XXe siècle et qui a survécu à la défaite du fascisme. Et c'est une admiration qu'effectivement ces régimes ont pour ces régimes du passé, assez décomplexés. Voilà, Poutine insiste sur le fait qu'il faut dénazifier l'Ukraine. Et il s'en explique, le nazisme n'a pas besoin de Hitler, ni de parti unique, ni de guerre. Le nazisme, c'est l'Occident collectif. Mais quand vous regardez la syntaxe de Poutine, un bon nombre d'éléments viennent directement du fascisme des années 1920 et 30. Et il en va de même, effectivement, d'Erdogan ou de Khamenei. Et de même l'antisémitisme. Et le même antisémitisme. Et voilà, dans les 3 cas, vous avez effectivement l'antisémitisme. En Turquie, ça parfois prend vraiment une dimension absolument évidente. Il y a quelques années, il y a eu une double édition simultanée de Mein Kampf, qui est devenue un immense best-seller. En Iran, l'antisémitisme est une politique officiellement assumée. Et en Russie, n'oublions pas, par exemple, l'un des discours de Lavrov, ministre des Affaires étrangères, qui avait fait scandale. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Juifs. Parce que n'oubliez pas qu'Hitler est juif. Oui, c'est un monde, ça. Donc voilà, effectivement, quelque chose comme ça, voilà, qui peut sortir. Pour nous, c'est impensable. Mais dans ces pays-là, de toutes les manières, il n'y a plus rien qui choque.
parce que c'est des sociétés qui sont assommées. Il n'y a plus de, voilà, aucune obligation de rendre compte ni de ses paroles, ni de ses actes, hein. La destruction des repères, là aussi, on détruit les repères cognitifs, les repères dans le temps, les repères dans l'espace, et donc effectivement, cela débouche sur ça. On peut tout dire et on peut tout faire. L'influence de ces régimes-là en France. Alors, on parle un petit peu depuis 2 ans, depuis l'offensive russe en Ukraine, des réseaux du Kremlin en France, qui effectivement ont une existence réelle. Il y a aussi des sympathisants de fait en France qui se déclarent pro-russes la plupart du temps, en refusant l'évolution de l'Occident concernant le wokisme, les LGBT, les mouvements décoloniaux, et en ayant la nostalgie d'un régime autoritaire vertical. Du côté des Turcs, ça passe beaucoup plus par la diaspora et aussi les milices des Loups-Gris. L'Iran, c'est un peu plus absent. Et quel est pour vous le poids de cet entrisme? C'est énorme. C'est énorme parce que dans le cas de la Russie, on sait que la Russie est devenue en quelque sorte la banque centrale de tous les mouvements de droite radicale en Europe. Par des billets financiers, par des billets de contact, par des billets d'invitation. Et la tête de liste de Rassemblement national pour les élections européennes, Terry Margani, voilà, est ouvertement pro-russe, donc il fait partie de ces réseaux-là. Et dans cela, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer, qui peuvent entrer en compte. D'abord, la détestation de l'euro-américanisme. La civilisation est définie comme euro-américaine, et cela est considéré comme, dans les années 1920, on disait Joséphine Baker américaine, l'Amérique enjivée, l'Amérique des nègres, l'Amérique du jazz, l'Amérique etc. Donc tout ce qui est considéré comme en quelque sorte hors de notre culture et qui compromettrait notre culture. Donc voilà, c'est cette fameuse contradiction de division entre civilisation et culture en Allemagne. La civilisation est la déchéance qui menace la culture. Donc je pense qu'il y a cette idée. Il y a l'idée de souverainisme. Ça veut dire une entité souveraine ne peut pas exister sans une autorité forte. Et cette autorité ne peut pas être uniquement une autorité légale, doit être une autorité intégrale. Donc dans le domaine économique, militaire, social, familial, etc. Religieux. Donc voilà, effectivement, cette prise en charge en quelque sorte totale d'un nombre très important de domaines par une autorité forte. Et il y a aussi la détestation de la démocratie. N'oublions pas qu'effectivement, l'un des problèmes de la démocratie, c'est que la démocratie est le seul régime qui autorise sa propre critique, y compris avec la présence de ceux qui la rejettent comme une formule politique. Donc tout ceci converge et qui explique pourquoi effectivement Poutine peut avoir autant de sympathie et autant de relais en France et en Europe. Y compris à l'extrême gauche, parce que vous parlez à droite, à gauche, on a entendu Mélenchon. Oui, y compris des hommages vibrants envers Poutine. Oui, c'était effectivement très très scandaleux, mais on a entendu effectivement Mélenchon. Une partie du Parti communiste n'est toujours pas très claire sur le sujet. Voilà. Pour l'Iran, je crois que là aussi, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement autant de relais iraniens, d'autant plus que le régime iranien est en perte de prestige, surtout après le mouvement Vie, Femme, Liberté. Mais n'oublions pas qu'effectivement, pour une partie de la gauche, pour une partie des féministes, l'Iran représente quand même l'un des piliers de l'axe de résistance contre l'Occident, contre l'impérialisme plutôt que contre l'Occident. Donc un Occident assimilé totalement à l'impérialisme. On peut parfaitement défendre les droits des femmes ici, en France. On peut défendre les LGBT. Il serait impensable de ne pas être pour l'égalité en France. On peut défendre effectivement les immigrés en France, mais du moment où il s'agit en Iran, de l'Iran, on glisse vers un registre culturel. Donc nous,
notre culture, eux, leur culture. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est être contre l'impérialisme. C'est ce qu'on avait déjà vu avec les compagnons de route de l'URSS dans Voilà, les années absolument. 50-60. Voilà. Il y a deux poids, deux mesures systématiquement, et Voilà. qu'on trouve ici, effectivement, dans l'islamo-gauchisme ou dans les pays musulmans, les Voilà. critères sont complètement différents et on ne Voilà. peut pas juger. Et respectons cela. Voilà, il Et faut respecter respectons l'altérité. Voilà. Et puis, oui, effectivement, c'était une anthropologue norvégienne qui avait appelé cela la trahison généreuse. Voilà. D'accord, chez eux, on tue les femmes. C'est vraiment malheureux, mais bon, voilà, effectivement, c'est leur culture. Hein. Donc, une sorte de relativisme culturel, mais qui finit par devenir une trahison au nom de la générosité. Et la Turquie, bien sûr, tout le monde le sait, la presse en parle. Dans certaines mosquées, les gamins paradent avec des kalachnikovs en bois entre leurs mains, en créant des hymnes, en chantant des hymnes au djihad. Les renseignements généraux, bien sûr, que le savent. Les rapports de la protection de la Constitution en Allemagne détaillent tout ceci. Mais en même temps, voilà, effectivement, une sorte de lâcheté démocratique et on ne fait rien. Oui, parce qu'il y a réellement là, pour le coup, quand on parle d'islamisme, on parle rarement du cas turc, alors qu'il est extrêmement organisé. Qui est extrêmement organisé. Beaucoup plus que les compétitions qui sont très petits joueurs, en fait, entre l'Algérie, le Maroc, etc. La Turquie, c'est un islamo-nationalisme. C'est un islamo-nationalisme, voilà, c'est un islamisme qui est un nationalisme à la fois distinct mais en même temps imbriqué. Ce qui est très très important, c'est qu'il y a 30 ans ou 40 ans, l'État turc demandait à ses citoyens à l'étranger de ne pas être dans l'opposition. Mais il n'y avait pas cette demande d'adhésion. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que les réseaux de mosquées, les réseaux associatifs et les consulats travaillent comme un seul organe. Et il n'y a plus ces espaces de socialisation autonomes que la Turquie laissait à ses ressortissants, femmes, enfants, voire adultes, hommes. Au contraire, il y a cette volonté d'imposer des tests de loyauté à de très nombreuses reprises. D'encadrer la diaspora. En fait. Voilà. Et avec des opérations coup de poing également, lorsqu'il est question de la réputation de la Turquie ou d'Erdogan, ou de parler du génocide arménien, etc. Déjà, effectivement, le meurtre de 3 femmes kurdes politiques, il y a une dizaine d'années, des opérations de coups de poing, des manifestations monstres. N'oublions pas la crise qui a pu exister entre les Pays-Bas et la Turquie. La conséquence immédiate a été on a écrasé les tulipes et les oranges parce que les tulipes venaient des Pays-Bas et il y a la dynastie orange qui est sur le trône. N'oublions pas que la Turquie d'Erdogan a accusé Mme Merkel, a qualifié Mme Merkel et son gouvernement à des centaines de reprises de nazis. La Turquie d'Erdogan a accusé Macron d'être victime d'une mort cérébrale. Donc voilà, tout ceci, c'est quand même des politiques extrêmement agressives. Il y a eu aussi des pressions sur Charlie Hebdo et sur Le Point. Absolument, oui, sur Le Point, sur Charlie Hebdo. Oui. Et on voit aussi que Erdogan présente des listes aux européennes, en Allemagne, et vous nous disiez en France également. En France, il y a un parti qui est officiellement un parti français, mais que tout le monde sait qu'effectivement, c'est une continuité de l'AKP. Jusqu'à maintenant, cette stratégie de transformer les ressortissants turcs dans la diaspora en un réservoir électoral anti-européen n'a pas réussi. On va voir cette fois-ci, je ne crois pas qu'effectivement beaucoup de citoyens originaires de Turquie oseraient franchir le pas, mais la volonté est là. La volonté est là, et en même temps, cette volonté, peut-être qu'il faut le lire aussi comme un message. Voilà, si on veut, on peut aller beaucoup plus loin. Et si on passe maintenant au cas on reste dans le cas de la France, tout ce que vous avez décrit à propos de ces 3 régimes, de ces antidémocraties, évoque aussi quelque chose de la réalité française, qui n'est pas du tout dominante, bien sûr, mais en termes de tendance, on se retrouve aussi dans un pays
qui évolue de manière absolument régressive. C'est-à-dire lorsqu'on disait qu'on peut tout dire ou tout faire, en tout cas on peut délirer largement dans ces antidémocraties, on a l'impression que c'est aussi largement le cas en France et que le pouvoir, au pouvoir aujourd'hui, le pouvoir macronien, est aussi en train de verrouiller énormément de leviers démocratiques. Est-ce qu'il n'y a pas dans les pays occidentaux, de manière le plus générale, pas que la France, hein, en Europe, en Occident, une tendance, une possibilité d'évoluer ces lignes antidémocratiques que vous avez décrites? La potentialité est là. On l'a vu à propos de Trump hein, et sa présidence. Et Trump dit de toutes les manières, s'il revient au pouvoir, les premiers jours, il sera absolument dictatorial. Là. On l'a vu dans le cas de l'Italie. Meloni a changé de position sur beaucoup de questions, y compris l'immigration. Mais quand vous voyez la campagne anti-LGBT qu'elle lance avec un très grand cynisme et en s'en prenant aux catégories les plus fragiles de la société italienne, vous êtes effectivement en affaire. Donc la potentialité est là. Après, je dirais qu'effectivement, c'est la crise des démocraties d'une manière générale. Pour le moment, l'institutionnalité démocratique tient. Ça veut dire la séparation de pouvoir malgré tout existe. Une cour constitutionnelle malgré tout existe. Mais je pense que on observe en même temps peut-être deux tendances. La première tendance qui date de 79-81, le néolibéralisme, l'élection de Thatcher, de Reagan, et puis après la capitulation de la gauche devant ce néolibéralisme, c'est comme si les décisions économiques ne relevaient plus du politique. Comme si la question de la justice sociale ne relevait plus du politique. Comme s'il y avait une fatalité technocratique hein, qui faisait que l'homme, dans le sens anthropos, n'avait plus son mot à dire. Et si vous démissionnez de ce point de vue-là, ça veut dire que vous cessez d'être acteur politique, hein, puisque vous avez écarté l'économie. Et l'économie, ce n'est jamais que une histoire de dollars et des euros. C'est une histoire de taxation, de redistribution, etc. Dans ce cas-là, vous, effectivement, délimitez considérablement l'espace démocratique. C'est inévitable. Parce que si je ne peux pas intervenir hein, sur la question de la justice fiscale ou sociale, si je ne peux pas dire que non, mais un autre monde économique est possible, à la fois à l'échelle infra-étatique et à l'échelle supra-étatique, si je ne peux pas dire qu'une autre politique de taxation est possible à l'échelle européenne, dans ce cas-là, quelle marge de manœuvre je peux avoir hein, en termes politiques. Et puis, il y a un deuxième élément qui intervient, et je crois que là, ce n'est pas uniquement la question des pouvoirs hein, des sociétés démocratiques, même s'ils y sont pour quelque chose aussi, c'est aussi le citoyen démocratique, la démission citoyenne. La démission citoyenne signifie que le citoyen cesse d'être un acteur participant aux affaires de la cité pour devenir un sujet. Un sujet, ça veut dire, voilà, je paye mes taxes, hein, j'obéis, et le contrat qui me lie à la cité s'arrête à cela. Mais un tel citoyen ne peut jamais être un citoyen créateur, créatif, hein, parce que la démocratie n'est jamais donnée une fois pour toutes. Je crois qu'effectivement, ça sera totalement erroné de penser que la démocratie est achevée. La démocratie ne peut jamais être achevée parce qu'elle est constamment menacée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il faut qu'elle se consolide. Et en deuxième lieu, la démocratie ne peut gagner des victoires que contre elle-même et sur elle-même, par une plus grande participation, par la multiplication des lieux d'intervention, par la multiplication des lieux de transformation de la société. N'oublions pas qu'il y a 40 ans, dans pas mal de pays, c'était l'homosexualité qui était interdite. C'est parce qu'il y a eu des luttes démocratiques qu'aujourd'hui, c'est l'homophobie qui est interdite. Et donc, si il y a une démission de citoyens, et si le pouvoir ne désire que cette démission de citoyens, dans ce cas-là, on devient sujet, et un sujet ne peut pas être un acteur démocratique. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, qu'il y a un risque de fragilisation.
Et face à cela, effectivement, un discours souverainiste, un discours musclé, un discours viriliste, un discours qui promet et qui n'a en même temps exposé à aucun test de validité, peut l'emporter. N'oublions pas que Trump, c'était pas un coup d'État. Oui, en même temps, il a exercé un mandat et on ne peut pas dire que l'Amérique soit devenue une antidémocratie. Non, non, l'Amérique n'a pas. Mais c'est pour ça que j'ai dit, effectivement, en termes de potentialité. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est En termes de potentiel. potentialité. C'est ça. Non, non, l'institutionnalité démocratique atténue, mais il y a eu quand même aussi ces événements de 6 janvier, voilà, les émeutes devant le Congrès, ces émeutiers qui voulaient tuer le vice-président tout de même. Donc la potentialité est là. Et d'où la nécessité aussi d'une extrême vigilance participative. Je pense qu'effectivement, on est très très nombreux à saisir la nécessité de critiquer le système dans ces blocages, mais sans doute il faut aller beaucoup plus loin en termes de participation citoyenne. Et si on repasse maintenant dans nos antidémocraties, russes, iraniennes et turques, c'est l'exercice est difficile, mais quelle possibilité d'avenir, de devenir vous leur dessineriez? Est-ce qu'elles-mêmes, elles pourraient être tentées de devenir des démocraties au sens où on l'entend aujourd'hui? Alors, dans ce livre-là, je ne fais pas de pari. Aujourd'hui, je ne ferai pas de prédiction non plus. Mais dans la préface du livre, je formule le souhait que le livre devienne rapidement un livre d'histoire et non pas de sociologie politique actuelle. Parce qu'il y a aussi les facteurs qui vont dans ce sens-là. Ces 3 régimes sont totalement épuisés. Épuisés par l'âge, parce que quand vous créez une fusion charnelle entre le leader et la nation, eh bien la nation vieillit et le leader aussi. Donc quel type de renouvellement vous pouvez imaginer? Ces régimes sont... On le voit très bien en Iran où les mosquées sont vides, par exemple. les mosquées sont totalement vides. Le discours ne prend plus. Voilà. Ces régimes sont épuisés aussi parce qu'ils ont détruit tout dynamisme nécessaire, y compris à leur propre renouvellement. La catégorie de la bourgeoisie a disparu. À la place de la bourgeoisie, désormais, on a la kleptocratie. On a des oligarchies. Donc, de ce point de vue-là, l'épuisement est très net. L'épuisement est très net aussi parce que les promesses ne sont pas réalisées. Les promesses de justice économique, de redistribution, etc., tout ceci ne s'est pas du tout réalisé. La Turquie d'Erdogan Erdogan promettait que la Turquie deviendrait l'une des 10 premières grandes nations à l'horizon de 2023, le centenaire de la République turque. Aujourd'hui, la Turquie est plutôt le 22e. L'Iran cultivait aussi cet imaginaire, cela ne s'est pas réalisé. Le produit intérieur brut russe est inférieur au produit intérieur brut espagnol. Il y a une perte démographique quand même qui est très très nette. Donc là aussi, l'usure est là. L'usure est là aussi, on en a déjà discuté sur le champ culturel. Les sociétés ne sont pas devenues des aires culturelles, mais les pouvoirs sont dans un désert culturel total. C'est vide. C'est vite. Donc tout ceci signifie qu'à un moment donné, effectivement, ces régimes peuvent devenir les victimes de leur propre usure. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Et puis la logique du bouc émissaire doit aussi épuiser la population. Oui, épuiser, voilà, effectivement, à un moment donné, l'inimité, mais jusqu'où. Et de l'autre côté, c'est une référence que j'ai beaucoup utilisée après le mouvement Femme, Vie, Liberté, qui a eu lieu... plus d'un an après donc, l'apparition de ce livre, c'était ce magnifique roman de Garcia Marquez, qui s'appelle L'automne du patriarche, qui se déroule quelque part en Amérique latine, dans les années 60. Le pays n'est pas donné, mais que peut être n'importe quel pays de l'Amérique latine de l'époque. Et vous avez un dictateur qui est littéralement dans le coma, le régime est dans le coma, les institutions sont dans le coma, et en même temps le pouvoir se maintient, continue à exécuter, continue à persécuter. Donc voilà, on est aujourd'hui peut-être on s'approche peut-être de ce seuil. Ça veut dire l'automne de patriarche, l'automne est là, mais en même temps l'automne peut durer encore très longtemps.
Et est-ce que la guerre ouverte n'est pas aussi une issue pour un système qui se sent en voie d'épuisement, une sorte de fuite en avant? Certainement, mais jusqu'à maintenant, les guerres qu'on a pu observer, c'était pas des guerres de fuite en avant. C'était des guerres de hubris, donc ce sentiment de surpuissance. Et après ce livre-là, à vrai dire, j'ai consacré une partie de mes séminaires en 2022 à l'Ukraine et j'ai publié les notes de ce séminaire qui s'appelle Ukraine, le double aveuglement. Et on a tous les éléments qui montrent très clairement que dans la tête de Poutine, l'opération spéciale militaire spéciale allait durer 2 jours. Opération militaire spéciale, puisqu'on ne peut pas être dans la guerre. On est chez nous. Et 2 jours, parce que le régime de toute façon va tomber. Et Poutine disant à l'ancien président ukrainien, si je veux, mes armées occupent 6 capitales européennes en 2 jours. Donc je pense qu'effectivement, il avait cette hubris, ce sentiment de surpuissance. Et les Grecs craignaient beaucoup l'hubris, qui selon eux devait être contrebalancé avec modéré avec un nomos, Et la règle, voilà. Sinon, on a effectivement le némésis. Ou alors le kairos, c'est le moment, on peut y aller. Les opérations militaires de la Turquie en Syrie contre les Kurdes, c'était le moment est opportun, on va y aller. Donc il n'y a pas cette possibilité, disons pour le moment en tout cas, de gérer la crise par une guerre ouverte. Et de l'autre côté, on sait que voilà, effectivement, on est dans des sociétés qui ont désormais par famille 1,5, 1,6 enfants. Se lancer dans une guerre quand on a 5, 6, 7 garçons ou enfants, c'est cyniquement plus simple. Quand on a que voilà, on est dans une telle hémorragie démographique, c'est infiniment plus difficile. Donc, il faut faire la guerre avec les forces paramilitaires, qui peuvent être volontaires. Les loups gris le sont en Turquie, qui remplissent effectivement les corps paramilitaires de pays. Une partie des djihadistes syriens qui sont à la solde de la Turquie peuvent le faire. Wagner peut le faire, hein. Mais en même temps, la guerre par la force paramilitaire aussi a ses limitations. Ça veut dire qu'il faudrait que de l'autre côté, il n'y ait pas de résistance. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a de la résistance? Mais effectivement, je veux dire, ces régimes-là sont des régimes de guerre. Et en même temps, je pense qu'aucun de ces régimes, pour le moment, n'est en mesure de se lancer dans une fuite en avant par une guerre ouverte à grande échelle. Mais par contre, il y a le risque que les marges paramilitaires, selon la logique d'Ibn Khaldoun, se retournent contre le centre de l'Empire. Ce qu'on a vu avec Wagner et Prigogine là, cet été. Même et qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini parce que Wagner n'est pas fini, qui n'est pas fini parce qu'il a les forces cosaques, qui n'est pas fini parce qu'il a les forces tchétchènes. Donc, toutes ces forces-là, demain, vont pouvoir se révolter, effectivement, se retourner contre le centre, surtout si le centre donne des signes de fragilité ou de décomposition. En Turquie, ces loups gris qui sont totalement impliqués avec la mafia sont dans leur agenda idéologique et dans leur intérêt économique. Demain, effectivement, voilà, si le pouvoir de Erdogan est fragilisé, ils ne vont pas nécessairement le suivre. Non, je pense que là, vous avez raison, c'est qu'à un moment donné, ces régimes-là jouent avec le feu, parce que dans une logique purement khaldounienne, les marges, tant que le système n'était pas en crise, devait servir en quelque sorte de force de violence. Alors que là, il y a une intégration beaucoup plus accélérée de ces marges-là qui leur apporte beaucoup plus de dynamisme. Et dernière question, vous êtes un proche de Gabriel Martinez-Gros que nous avions invité, qui justement a repris et développé donc cette logique des empires, selon Ibn Khaldoun, cet intellectuel du XIIIe siècle. Est-ce que vous voyez, vous, à travers ces 3 régimes, Iran, Russie et Turquie, une logique impériale à l'œuvre au sens khaldounien, c'est-à-dire avec cette dialectique entre le centre et ses marges, justement, les marges qui viennent renouveler régulièrement le... Une volonté impériale, oui, mais en même temps, Ibn Khaldoun se moquait totalement des Arabes de son période, de sa période, de son temps, qui voulaient reconstituer l'empire arabe. Pour Ibn Khaldoun, l'heure arabe était passée. Et après l'heure arabe, l'heure berbère était passée.
Et pour Ibn Khaldun, on ne peut pas reconstituer un empire de femmes. Et pour des raisons multiples, hein, parce que la construction d'un empire, ça veut dire un pouvoir en même temps, exige une asabiya, donc cette force de solidarité interne, tribale ou ethnique, dynamique, qui vous propulse au devant de la scène sans même que vous puissiez y résister. Un empire exige une dawa, donc une cause sacralisée, et c'est en combinant les deux que vous avez la troisième ressource, ça veut dire l'esprit sacrificiel. Et Ibn Khaldun dit, un empire tue la nation qu'il a construite. Et donc d'où l'impassibilité. Quand vous avez construit un empire, effectivement, après ça dure, combien de temps ça dure, mais parce que vous avez eu ces trois ressources, la asabiya, la dawa et l'esprit sacrificiel. Quand vous avez perdu cela, il est tout simplement impossible de les régénérer. Mais la volonté impériale est là, bien sûr, je veux dire, les trois l'expriment, mais aucun de ces trois régimes a désormais ces trois ressources. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Hamid Bozarslan, Iran, Russie, Turquie, les antidémocraties. Rendez-vous dans 15 jours pour un entretien avec Sophia, pédopsychiatrie et la fabrique des barbares. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.